Bonjour à toutes et tous. Bonjour aux gens du réseau qui sont là avec nous en direct. J'ai le plaisir d'introduire cet atelier qui va être dédié, vous le voyez bien, à l'internationalisation des compétences avec Erasmus+. On part d'un constat, et le constat est le suivant. La mobilité européenne est en train de prendre l'essor et elle se voit confortée à la fois par les cadres nationaux et par les cadres européens, bien sûr, avec la nouvelle programmation. Pour les cadres nationaux, il faut garder à l'esprit quand même deux points importants, c'est-à-dire les points de la loi du 29 mars 2018, l'article 23, si je ne me trompe pas, qui quand même incite les CFA à promouvoir la mobilité européenne avec du personnel dédié. Et la loi du 5 septembre 2018 qui va préciser qui va être ces personnels dédiés, notamment les référents mobilité. Les développements des compétences lors des périodes de formation à l'étranger, c'est quelque chose qu'on vient de définir en plénière, un des plus du BTP. Et c'est sûr que les acteurs qui peuvent relayer et rendre réelle cette reconnaissance et ces périodes de mobilité sont bien les centres de formation. Donc, c'est vous. Et c'est vous, avec nous, 3 BTP, nous, l'agence Erasmus+. Là, on a de la chance parce qu'on on aura l'occasion d'écouter Sébastien Thierry, directeur adjoint de l'agence Erasmus+, et Marek Lawinski, qui est notre responsable du pôle internationalisation des compétences. Et on va découvrir avec eux comment accompagner cet élan, comment rendre la mobilité européenne vraiment quelque chose qui est inscrit de manière durable dans nos parcours de formation. Et du coup, cette dynamique qui va être mise en place et qui va être poussée à plusieurs niveaux. Au niveau opérationnel du terrain, au niveau des coordinations nationales et au niveau, bien sûr, national et européen. Je laisse la parole à Sébastien Thierry, qui va prendre les relais et nous donner son éclaircissement sur les orientations de l'agence et sur plein d'autres choses. Merci Paola. Je veux bien un petit peu d'aide. C'est avec la molette ? En effet. Bonjour à tous et donc bonjour à ceux qui nous suivent, si j'ai bien compris, en ligne et en direct. Donc effectivement, on m'a demandé de vous faire une petite présentation de ce qu'est Erasmus+. Peut-être d'abord deux mots très très rapides, parce que ce programme est mis en œuvre en France, comme dans 33 autres pays en Europe, par des agences dites nationales, qui sont, dans le cas français, en fait, c'est un opérateur de l'État, un groupement d'intérêt public. On a été délocalisé à Bordeaux dans les années, au tout début des années 2000. On y est encore, on y est plutôt pas mal. Vous savez que Bordeaux est une ville assez agréable à vivre. Donc évidemment par Mons et par Vaud la plupart du temps. Mais c'est notre spécificité, nous sommes délégataires de la Commission européenne pour la mise en œuvre du programme Erasmus+. Donc on répond en fait à un cahier des charges européen pour ce programme qui est très précis et très contrôlé. On a évoqué la démarche qualité ce matin en plénière. Nous, c'est quelque chose qui ne nous choque absolument pas parce qu'on fonctionne exactement selon ce principe-là. Ça, vous connaissez, j'imagine. L'auberge espagnole, voilà. Donc vous oubliez l'auberge espagnole, puisqu'Erasmus+, aujourd'hui, on en est plutôt loin et qu'on est sur des fondamentaux qui ont largement évolué. En l'occurrence, l'intitulé de cet atelier, l'internationalisation des compétences, correspond bien plus à ce qu'est ce programme désormais que l'image fort sympathique au demeurant qu'a pu transmettre ce film au début des années 2000. Je le disais, il y a 33 autres pays participants, donc 34 en tout. Donc ce sont des pays dits programmes, ils ont exactement les mêmes droits et obligations d'ailleurs que la France. 34 depuis le 1er janvier
2019, puisque la Serbie est entrée comme pays pleinement partenaire de ce programme, et le Royaume-Uni, on verra le 31 octobre, ma foi, hein, si on redescend à 33 ou si on reste 34. À côté de ça, mais ça nous concerne moins dans le contexte ici, il y a des pays dits partenaires, c'est quasiment le reste du monde en fait. Ça nous concerne moins aujourd'hui dans le cadre enseignement et formation professionnelle, ça nous concernera demain, à partir de 2021, puisqu'il y a une ouverture au reste du monde qui est prévue dans le futur programme. Comment est structuré Erasmus+ aujourd'hui? Donc vous connaissiez encore une fois Erasmus, mobilité des étudiants, ça c'est le volet enseignement supérieur, qui reste encore une partie assez prédominante du programme Erasmus+. Mais en fait, ce programme concerne, et ce depuis longtemps finalement, hein, l'enseignement et la formation professionnelle, concerne l'éducation des adultes, concerne l'enseignement scolaire, donc la voie générale en particulier, concerne le volet jeunesse étant mis en œuvre par une agence sœur, qui est, elle, basée à Paris. Et il se structure selon 3 actions clés. On va retenir que les 2 premières, l'action clé 1, qui est la mobilité de tous les publics, les étudiants, les apprentis, les professionnels, les enseignants, les encadrants, les formateurs, les tuteurs, etc. etc. Et l'action clé 2, ce sont des projets de partenariat, dont vous aurez peut-être d'ailleurs un exemple qui sera présenté, je crois, tout à l'heure dans le cadre du 3CA. Alors, un peu plus précisément, dans le cadre de cette action clé 1, et là je me concentre sur le volet enseignement et formation professionnelle, finalement les publics cibles, vous le voyez, sont plutôt larges. C'est enseignement et formation professionnelle au sens vraiment très large, puisque ça va donc des apprentis évidemment, les contrats de professionnalisation sont concernés, les élèves de la voie professionnelle, mais on tient aussi, et c'est le cas dans certains projets, nous avons des jeunes qui sont pris en charge dans des établissements médico-éducatifs, dans l'enseignement adapté, dans la lutte contre le décrochage scolaire, etc. etc. Sur notamment toute cette partie-là, on est vraiment sur le volet dit inclusion du programme auquel nous tenons particulièrement. Et surtout, on n'oublie jamais que c'est également un programme qui est ouvert au personnel, formateurs, tuteurs, maîtres d'apprentissage. Pour faire quoi? Pour aller en stage à l'étranger, en entreprise, mais aussi pour pouvoir étudier, y compris sous des formes alternantes. Ça, autant dire que c'est encore assez rare dans les projets qu'on finance. Si ça pouvait se développer, on y serait très favorable. La durée de mobilité, ça va de 2 semaines à 1 an. La durée moyenne que l'on constate pour les apprentis aujourd'hui, elle est plus à 3-4 semaines. Peut-être un sujet sur lequel on pourra revenir. Si on se concentre maintenant sur l'action clé 2, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a 2 grands types de projets en fait. Il y en a un qui est plutôt facile d'accès, et on finance d'ailleurs quasiment tous les projets qui sont déposés, qui candidatent sous la forme des partenariats d'échange de pratiques. On est sur un niveau de coopération qui n'est pas très exigeant, qui permet surtout d'apprendre à connaître ses partenaires européens, à comprendre un petit peu comment eux fonctionnent, et à la rigueur, comment est-ce que l'on peut aller plus loin. Il y a quand même évidemment un niveau de qualité minimum requis dans les candidatures, dans les projets qui sont menés, mais globalement, c'est vraiment l'outil idéal pour l'apprentissage de la coopération européenne ou pour l'approfondissement à un certain niveau. Partenariat d'innovation, on est sur un niveau un peu plus expert. On a déjà l'envie et l'ambition de développer par exemple de l'ingénierie, de formation, de développer des outils, des approches communes, etc., etc. Dans tous les cas, les projets peuvent durer de 1 à 3 ans et il faut au minimum 3 partenaires dans 3 pays programmes. C'est un minimum, en général on est plus à 5-6, notamment pour les projets d'innovation en moyenne. Alors qu'est-ce qu'on peut faire plus concrètement? C'est très ouvert en fait. Là je vous ai mis un exemple, quelques exemples de projets, de thématiques. Vous voyez qu'on a voilà, un outil de formation pour une exploitation forestière durable. Donc là on est sur l'ingénierie. On a le carnet de voyage sur une app pour les téléphones portables. On a financé un Serious Games pour les étudiants en physiothérapie, etc., etc. Donc en fait, les idées de projet, elles sont quasi infinies. C'est à vous d'être créatif, c'est à vous de démontrer qu'il y a un intérêt de le faire au niveau européen et que vous avez les capacités de le mener.
je vous renvoie vers un recueil de ce type de projet, notamment sur l'innovation dans le domaine de l'EFP, que vous trouverez sur le site web de l'agence. Alors, si on revient un petit peu plus sur la mobilité maintenant, on a mené une étude donc dans le cadre d'une publication qui s'appelle les notes de l'Observatoire Erasmus+, c'est le dernier opus, hein, le numéro 11, où on a pu relever qu'on avait financé sur l'année scolaire 2016-2017 un peu plus de 5000 alternants. 5000 alternants, vous en avez une très grosse majorité, vous le voyez, plutôt dans l'enseignement secondaire. L'enseignement supérieur est très minoritaire. Vous en avez un bon 3/4 qui sont en contrat d'apprentissage, mais on finance aussi un petit quart de contrat de pro. Alors ça va peut-être changer avec ce qu'on a entendu ce matin, hein, l'équilibre aussi va être modifié. Ça, c'est une stat qui nous intéresse beaucoup. 6 sur 10 sont issus d'une catégorie dite populaire, origine sociale dite populaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 2 parents sont demandeurs d'emploi, ou agriculteurs, ou ouvriers. Et on a très peu d'alternants qui partent sur des mobilités longues. Là aussi, il y a peut-être des choses à développer. Ça, je vous l'ai mis, c'est juste pour vous. On en relève quand même 30% qui sont dans les secteurs de la construction et du génie civil. Donc, c'est le chiffre, la proportion la plus élevée. Donc, on voit bien que ce sont les secteurs les plus dynamiques aussi. Très, très rapidement, vous voyez un petit peu comment se répartissent dans le programme les départs en mobilité. Alors, il ne faut pas être leurré quand même par le noir, hein. On parle de pour 1000 ici. Et ici, ça veut dire qu'on en a entre 25 et 30 pour 1000 qui partent. Ce n'est pas des pourcents, c'est des pour 1000. Là aussi, des marges de progression possibles, sans aucun doute. On pourra relever quand même que les Outre-mer, et notamment la Réunion, ne sont pas en reste, hein, par rapport à la mobilité des alternants. Ça, c'est un tableau que je trouve particulièrement intéressant. On a demandé, en fait, à chaque apprenant, donc qu'il soit apprenti en contrat de pro, qu'il soit étudiant ici d'ailleurs, mais là on se concentre sur les apprentis et les contrats de pro, les alternants, ce que eux pensaient avoir retiré de leur période de mobilité. Qu'est-ce qui apparaît de façon prédominante? C'est la question de la confiance en soi, c'est la question de la coopération, la capacité à coopérer, alors avec des personnes d'horizons et de cultures différents, mais on sait que au plan national, dans un environnement de travail, c'est aussi le cas, la capacité à prendre des décisions. On est là sur des compétences qui sont ces fameuses soft skills, compétences dites transversales, et je pense que c'est l'enseignement principal qui a attiré finalement de ces séjours à l'étranger. C'est ce qu'il en ressort au niveau de ces compétences-là. Et c'est probablement ce qui fait la différence d'ailleurs lors d'un entretien d'embauche. Pour avoir plus de chiffres, plus de stats, je ne vais pas vous assommer non plus avec ça, mais on a un site web qui est consacré à ces stats qui s'appelle staterasmus.fr, que je vous laisse aller consulter. En fait, ce sont toutes les données de gestion du programme. On gère les financements, on gère les projets, et on les a rendus publics finalement pour que ça donne des précisions utiles sur combien d'argent, combien de mobilité, quel public, etc. Alors, l'enjeu pour la suite, c'est continuer à élargir cet accès à la mobilité, et notamment travailler sur les freins qui continuent de subsister. Est-ce que le frein financier continue d'être un sujet? Oui, évidemment, dans certains cas. Mais ce n'est peut-être pas le principal aujourd'hui, parce qu'on a des bourses individuelles dans Erasmus+, qui sont assez élevées. Pour vous donner un ordre de grandeur, un mois de mobilité en Allemagne ouvre droit à une bourse de presque 1 000 €, ce qui permet normalement à un jeune d'envisager en tout cas un séjour de ce type-là. C'est beaucoup moins élevé, par exemple, pour les étudiants. Dans l'enseignement supérieur, on est sur plutôt de l'ordre de 300-350 €. Là où il y a évidemment des progrès à faire, c'est la capacité à reconnaître cette mobilité dans les parcours. Alors on a différents outils par rapport à ça. Le premier niveau qui est à mettre en œuvre, c'est l'Europass Mobilité. Il est très simple d'accès. L'Europass Mobilité, c'est une reconnaissance déjà symbolique
du fait qu'on a réalisé un stage à l'étranger, qu'on en a tiré un certain nombre de compétences qui sont inscrites dans l'Europass Mobilité. On a aussi, pour les formations qui sont éligibles et qui marchent très très fort, l'unité facultative de mobilité. Quand on va un peu plus dans un niveau expert, et là aussi je pense que vous l'évoquerez, la reconnaissance de la mobilité à visée certificative. Donc on inscrit vraiment une séquence réalisée à l'étranger dans le parcours certifiant de l'apprenti. Ça nécessite un travail en amont évidemment avec les partenaires, ça nécessite un certain nombre de prérequis dont la modularisation des parcours, mais quelque part c'est l'avenir quand on veut faire de la mobilité notamment qui va avoir une certaine durée, qu'on va dépasser 1 mois, 2 mois. Et puis il y a un sujet qui reste encore assez largement inexploré, c'est ces fameuses compétences transversales. En particulier parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de référentiel qui soit partagé par tous. On a évidemment dans les référentiels de certification des éléments qui s'y réfèrent, mais sur les compétences transversales qui sont probablement, et notamment sur les mobilités plus courtes, l'un des acquis fondamentaux de ce type de séjour, là il y a un vrai travail à mener encore. Autre sujet, j'accélère un petit peu, c'est acculturer à la question de la mobilité. Ça vient. On sent que ça a été évoqué ce matin de façon assez naturelle par le collègue de la DGEFP, Stéphane Rémy. On voit bien que c'est un élément qu'aujourd'hui on ne peut pas laisser de côté. C'est un élément qui devient relativement, on ne va pas dire central quand même, mais structurant en tout cas. Ce n'est pas forcément le cas sur le terrain, et notamment pour ceux qui n'en ont jamais fait. Donc là, il y a encore aussi du travail à mener, et on vous recommande vraiment d'aller voir eTwinning. C'est une plateforme qui, à l'origine, est plutôt pour les écoles, plutôt pour les collèges, plutôt pour la voie générale, mais qui n'a pas du tout vocation à être réduite à la voie générale et qui, au contraire, a vocation à s'ouvrir à la fois au lycée professionnel et au CFA. Allez voir. Et saisissez-vous de cet outil-là qui est extrêmement intéressant pour une approche et une acculturation à l'Europe et à la coopération européenne. La durée des mobilités, là aussi une approche progressive, ça c'est plus du côté des jeunes, hein, pour les convaincre de partir. Certains vont vous dire oui, je pars d'emblée 6 mois parce que j'en ai envie et que ma famille me soutient, mais bien souvent ça sera plutôt peut-être qu'une première approche de mobilité d'une semaine ou 15 jours peut permettre de déclencher, c'est quand même souvent le cas, des envies de mobilité plus longues, y compris dans la suite de parcours dans l'enseignement supérieur. Les prescripteurs, c'est essentiel. S'ils ne sont pas convaincus, il sera difficile de convaincre la classe qu'ils ont en face d'eux. Le rôle des familles, on l'a identifié comme étant là aussi un élément extrêmement important. Si la famille soutient, tout se passe bien. Si la famille n'est pas convaincue, et notamment ne serait pas convaincue parce que la mobilité n'est pas reconnue, ça peut très vite devenir un frein. La préparation, évidemment, en amont de la mobilité. Et puis une question, mais je pense qu'on y reviendra, on en discutera, c'est et les employeurs. Ça, c'est peut-être la partie la plus ardue encore. Il faut valoriser, là aussi, pas seulement la mobilité, pas seulement les jeunes, mais aussi les formateurs. Et il faut professionnaliser les référents, ces fameux référents qui ont été créés par la loi. Alors là, je veux faire référence à un travail qui a été mené notamment par un ensemble de partenaires, dont le 3CA, dont les chambres de métiers, dont ProTandem, CCI France, les Compagnons, etc., et qui est en fait un petit référentiel des compétences qui sont nécessaires pour exercer la fonction de référent. Donc là, il y a eu un travail de réflexion de plusieurs mois qui a été mené. Je vous le laisse, il y en a quelques exemplaires également qui sont là-bas. Et c'est un travail qui, logiquement, devrait se poursuivre après pour creuser tout ça. Et puis, il y a tout un travail pour casser les préjugés. Je vous laisse lire, mais on en a déjà parlé. Là, c'est assez... il continue de persister quand même. Hein, donc, on doit encore convaincre. Voilà, un petit regard sur ce qui vient demain. Demain, c'est le nouveau programme Erasmus ou Erasmus+, le nom n'est pas encore arrêté. C'est un programme qui s'annonce extrêmement ambitieux. Dans la proposition que la Commission européenne a publiée il y a maintenant 1 an, et qui est en cours de négociation actuellement, alors,
négociations un peu interrompues, parce que vous le savez, on attend la nomination de la nouvelle commission, on attend que les grands jobs au niveau européen soient définis et attribués. Ça va reprendre en fait à partir de la rentrée dans le cadre d'une négociation à trois, Commission européenne, Conseil et Parlement européen, donc négociation qu'on appelle le trilogue. Ce qui apparaît quand même acquis, c'est que c'est la volonté en fait de développer Erasmus+, et notamment de doubler son budget sur la période. On était à 14,7 milliards, on devrait passer à 30 milliards, peut-être même plus, on verra. Ça, c'est vraiment des arbitrages qui s'annoncent de toute façon difficiles au plan budgétaire. Alors 30 milliards, ça ne veut pas dire qu'en 2021, le budget double. Mais ça veut dire que sur la période, la pente en fait est plus ardue. Ces 30 milliards d'euros devraient permettre de financer jusqu'à 12 millions de bénéficiaires dans toute l'Europe. Ce qui est très intéressant et ce pourquoi nous, Agence nationale, avons vraiment plaidé, c'est que ce ne sera pas la révolution. On ne va pas inventer de nouveaux mécanismes, de nouvelles actions. On va retrouver l'action clé 1, l'action clé 2. Par contre, on travaille beaucoup sur la simplification de l'accès à ces fonds. Ça, c'est vraiment un point très important. Ce que l'on veut, c'est que ce programme puisse bénéficier à tous, partout, sur tous les territoires. Donc on travaille vraiment sur la capacité à rendre ces fonds accessibles. L'ouverture sur le monde, on est en train d'y réfléchir, d'y travailler, mais l'idée c'est que ces mobilités ne se limitent plus aux 34 pays que j'évoquais en début de présentation. Et pour l'instant, en tout cas, par rapport à ces perspectives, on va dire qu'on est content que ça se présente plutôt pas mal. Donc on espère pouvoir vous en parler de façon assez précise d'ici la fin de l'année ou tout début de l'année prochaine. Voilà. Depuis 2 ans maintenant et pour la 3e année, c'est une initiative française qui a été lancée sur les Erasmus Days qui se tiennent mi-octobre. Donc cette année 10, 11 et 12 octobre. Le principe, c'est très simple, c'est un peu la fête de la musique version Erasmus. Donc vous organisez une manifestation, ce que vous souhaitez mettre en place, vous fêtez en fait quelque part la coopération européenne et les valeurs positives que porte ce programme. À vous de proposer la manifestation, de l'inscrire sur le site des Erasmus Days. Et j'en ai terminé là. Donc c'est de circonstance, hein, on verra si les Anglais restent aussi calmes que ça, mais en tout cas, nous, on est plutôt sereins pour la suite. Merci à tous. Voilà, merci beaucoup Sébastien. Est-ce que vous avez des questions à poser à messieurs? Bonjour Monsieur Thierry. Si on prend un peu de hauteur, dans une autre vie professionnelle, j'ai eu la chance de piloter une école de commerce où, évidemment, ces dimensions à l'international étaient... Vous parliez d'acculturation, elle était totalement inscrite dans le programme. Et est-ce qu'on peut, enfin avec le recul que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'on peut un jour envisager, dans la même logique des accords de Bologne, avoir un système, on parle des ECVET et des crédits ECTS, si je fais la comparaison, est-ce qu'un jour, moi aujourd'hui, je rêverais d'envoyer des apprentis valider un semestre avec des crédits ECTS ou des ECVET. Donc on sait que c'est un vœu. Ça fait maintenant 4 ans que je suis dans le réseau. J'en parle parce que je fais un petit clin d'œil. C'était une question qu'on m'avait posée en mon entretien d'embauche. Et on m'avait dit, est-ce que vous vous sentez capable de mettre en place ce système d'ECVET? Et moi, avec ma naïveté et mon enthousiasme, je me suis dit, oui, d'ici 4 ans, les apprentis partiront, ils iront valider des semestres. Puis 4 ans plus tard, on a toujours cette même difficulté de reconnaissance, même si c'est bien que vous nous ayez présenté certaines facilités. Est-ce que vous, dans votre position, dans votre posture, est-ce que vous voyez peut-être le bout du tunnel et qu'un jour, on pourra envoyer nos classes valider un semestre, séquencer nos années en semestre et non plus en trimestre, enfin, le système que j'ai connu en école de commerce. Pour mettre en place un système de ce type-là, il faut une volonté politique. C'est à la base de tout. Cette volonté politique, elle a existé donc, à la Sorbonne en 98 et puis formalisée avec le processus de Bologne qui s'est lancé en 99. Et quand on regarde, qui a été quand même très vite, puisqu'en 10 ans, à peu près, hein, le système était bâti, le 3-5-8, les ECTS, la qualité, là aussi pour l'enseignement supérieur, même si c'est un petit peu moins visible aujourd'hui.
mais il y avait une volonté politique qui était partagée par des grandes institutions universitaires et des gouvernements, et la Commission européenne qui a pris le relais derrière avec notamment des financements, une coordination, etc. Cette volonté politique, elle a été moins forte dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle dans les années 2000, même s'il y a eu un mouvement assez net quand même qui allait dans ce sens-là. On sent aujourd'hui quelque chose renaître. On sent quelque chose renaître dans le sillage du discours présidentiel prononcé en Sorbonne en 26 septembre 2017, où notamment il a été question de lancer un Bologne de l'enseignement secondaire, y compris professionnel. Quand on parle de Bologne de l'enseignement secondaire, on fait référence à un concept assez clair quand même, hein, assez net. Ça a été repris par le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement à la fin de l'année 2017, et une volonté de mettre en place d'ici 2025 un espace européen de l'enseignement supérieur. Alors ça se décline par quoi? Et c'est peut-être là que les difficultés commencent. Ça se décline aujourd'hui par une recommandation du Conseil et du Parlement européen en faveur de la reconnaissance automatique des périodes de mobilité et des diplômes dans l'Union européenne. Et cette reconnaissance dite automatique, elle n'est pas complètement automatique, elle est automatique dès lors qu'un certain nombre de conditions sont remplies, mais ça permettra notamment pour les diplômés de bouger plus facilement. Mais ce n'est pas tellement notre sujet. Notre sujet, c'est effectivement plutôt de permettre d'avoir des périodes de mobilité inscrites. Il faudra aujourd'hui, en tout cas, moi je ne vois pas émerger de système qui soit aussi large, aussi partagé au plan européen que Bologne dans l'enseignement supérieur. Pour l'enseignement et la formation professionnelle, on a des outils, on a des principes méthodologiques, notamment ceux de la recommandation ECVET, donc, et il faut de toute façon passer par des partenariats et par un travail entre partenaires pour se mettre d'accord sur des contenus. Parce que Bologne, c'est assez simple en fait, c'est tu fais tant d'heures, je les reconnais. Donc la confiance, elle existe, on va dire, a priori entre les partenaires. Ce n'est pas le cas dans l'enseignement et la formation professionnelle. On est notamment sur du technique, sur des gestes métiers, et qu'il faut s'assurer quand même qu'ils sont à minima enseignés de façon similaire. Le problème, il va se poser, je pense, également, même si c'est moins le sujet ici, mais il va se poser dans la voie générale, puisque, je ne l'ai pas souligné, mais à partir de 2021, la mobilité va s'ouvrir beaucoup plus aux élèves de la voie générale, de façon assez massive. Et donc, on aura aussi des demandes pour que ces mobilités, 2, 3 mois, peut-être 6 mois, s'inscrivent dans un parcours scolaire et qu'on n'ait pas à refaire le parcours ou à suivre les enseignements à distance, etc. Donc là, je pense que c'est une vraie question qui est posée en fait à nos ministères, à nos certificateurs, et qui quelque part est peut-être pas si éloigné hein, de ce qui a été évoqué ce matin sur les entrées et les sorties en permanence. On fait comment? On sait quand même, juste pour compléter, je me permets, on sait quand même qu'il y a la législation est en train un peu de nous aider, parce qu'il y a des dispositions quant à la mise en veille du contrat, par exemple d'apprentissage, on aura l'occasion d'en changer un peu si vous souhaitez après. Donc ça c'est important aussi au niveau du système. Et une autre chose, c'est que l'acculturation au dispositif ECVET, au sein du réseau 3CA BTP, elle est là depuis 4-5 ans. Je vous rejoins complètement, ça relève des mobilités courtes, de 3 semaines. On ne l'a pas encore fait pour la mobilité longue, mais tout simplement parce que la mobilité longue, là, à ces jours, dans les réseaux, on l'a fait en post-apprentissage. Pourquoi? Pour que l'entreprise française n'est plus là. Donc, il y a tout un travail. On a ici Philippe Dreyfus qui a participé au projet expérimental Jeune Arthuis sur la mobilité longue. Donc, il pourra éventuellement en témoigner. Mais voilà, il y a tout un travail qui est en train d'être, qui a été amorcé il y a 2 ans désormais, qui, je rejoins complètement Sébastien, relève aussi de l'implication nécessaire de nos politiciens et de nos ministères, en fait. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je propose à M. Lavinsky de prendre le relais et du coup de nous introduire un peu.
Là, on vient de voir tout ce qui est prévu dans les programmes à venir, l'état des lieux du programme Erasmus+, donc on est au niveau national et européen. Et là, on va voir comment les réseaux opérationnalisent, disons, les orientations européennes, comment les CF1 vont mettre en place les mobilités, comment on va répondre aux besoins des entreprises, tout en sachant qu'on l'a dit tout à l'heure, les jeunes, c'est une valeur très importante pour nous. Pour nous, le fait que ce soit un citoyen responsable, c'est important aussi. La mobilité, à nos yeux, c'est un élément qui va contribuer à créer cette responsabilité. Voilà, la parole à M. Laminski. Merci, mademoiselle Bologny. Bonjour à tout le monde, encore une fois. Tous ceux que je n'ai pas pu saluer encore. Dans la continuité de l'intervention de Sébastien, je tiens à dire que le 3CA BTP participe à plusieurs types de projets européens. Je vais surtout me focaliser sur la mobilité européenne parce que c'est le thème de l'atelier, mais bien évidemment, nous sommes impliqués avec nos partenaires européens, dont certains sont présents d'ailleurs dans cette salle, je les remercie beaucoup. Nous sommes aussi beaucoup engagés dans des projets de partenariat stratégique. Je ne vais pas développer l'histoire des projets de partenariat stratégique, mais vous trouverez un résumé de tous ces projets dans les brochures qui sont mises à votre disposition, où on détaille dans quel type de projet de partenariat stratégique nous sommes impliqués. Donc surtout, n'hésitez pas à vous servir. Comme ça, vous en saurez un peu plus. Alors, pour ce qui concerne la mobilité, donc qu'est-ce que fait le 3CA pour son réseau, pour mettre en œuvre donc, la mobilité, pour bien profiter de l'environnement prescripteur qui est favorable au développement de la mobilité européenne. Alors, le premier constat que nous faisons, chez nous, nous ne voulons pas une mobilité détachée des processus de formation. Il faut que ce soit une partie intégrante du processus de formation. Ça, c'est le premier principe. Hein. Ce n'est pas quelque chose en plus, c'est dedans, dans la mesure du possible. Hein. Et c'est pour ça qu'on a créé, par exemple, des parcours spécifiques à composante européenne, comme plusieurs BP, brevets professionnels, ou même CAP, où on prépare à la mobilité avant la mobilité proprement dite, et aussi après les périodes de séjour dans un autre pays européen, on récupère les acquis de la formation pour en profiter dans le cadre de parcours de formation nationale. Ensuite, nous avons aussi une orientation politique clairement affirmée par rapport à la mobilité européenne. Très concrètement, le conseil d'administration du 3CA BTP nous a donné un objectif d'envoyer d'ici 2020 1000 apprentis par an en mobilité européenne, soit courte, soit longue, toutes formes confondues. Par conséquent, on s'est donné aussi des moyens pour accompagner la réalisation de ces objectifs. Moyens humains, moyens financiers, moyens organisationnels. Hein. Donc on veut être extrêmement pragmatique et ne pas être uniquement dans la déclaration d'intention. Je vous ai préparé deux graphiques, hein, parce qu'ils sont quand même assez révélateurs, qui montrent comment chez nous la mobilité européenne est en croissance. Donc surtout à partir de l'année 2014, nous avons une très forte croissance des effectifs. En 2018, on était à peu près à 430 apprenants et presque 100 accompagnateurs au personnel envoyé en mobilité. Le deuxième graphique est très intéressant aussi parce que, en fait, on est dans une logique de cofinancement. Bien sûr, nous profitons du financement européen et par l'intermédiaire de l'agence Erasmus+, mais à côté, il y a aussi une forte volonté politique de la part des partenaires sociaux de la branche qui investissent aussi beaucoup dans la mobilité européenne. Hein. Donc aujourd'hui, on est à peu près à un tiers contribution de la branche, 2 tiers contribution européenne. Et même dans les périodes où la subvention européenne baissait un peu, entre 2014 et 2016, la contribution de la branche progressait. Donc, comment très concrètement on fait pour mettre en place la mobilité européenne et pour accompagner les CFA dans le développement de cette activité formative
est normal. Ce qu'on veut, c'est que ça soit effectivement une activité normale dans les parcours de formation. Bien sûr, nous avons dû revoir un peu notre ingénierie pédagogique et de formation, surtout là où la mobilité est considérée comme partie intégrante et durable, comme dans les BP à composante européenne. Donc les maquettes pédagogiques ont été révisitées pour mettre les choses en cohérence. Donc on ne travaille pas d'une façon totalement isolée sur le projet de mobilité et sur la formation dite classique. Donc là, c'est la chose quand même très importante, cette nouvelle réflexion pédagogique. Ensuite, nous voulions traduire en actes notre volonté de mettre la mobilité dans le quotidien des CFA. Donc, nous avons déjà parlé effectivement de subventions de branches qui sont quand même en forte croissance et qui ne sont pas du tout mises en question, malgré des périodes de turbulence que le réseau vit. La mobilité européenne, absolument personne ne la remet en cause. Ensuite, nous nous sommes organisés à l'intérieur du réseau pour lever des fonds européens parce que bien sûr les exigences de l'agence Erasmus+ sont croissantes et c'est normal. Il faut quand même rendre compte et il faut présenter des projets qui tiennent la route et bien justifier pourquoi on a besoin de ce fonds européen. Donc c'est organisé, on a professionnalisé le processus de levée des fonds européens. Bien évidemment, ça ne peut pas se faire tout seul, donc nous avons créé un service spécifique dédié en nous inspirant un peu, je ne cache pas, de l'expérience de nos certains partenaires européens, comme le FLC présent ici. Donc il y a maintenant une vraie équipe internationale au sein du 3CA BTP, le pôle d'internationalisation de compétences. Ensuite, tout à l'heure, on a parlé aussi de la démarche ECVET. Nous, on fait ça d'une façon pragmatique, surtout dans le parcours BP à composante européenne, où nous avons su faire vivre la démarche ECVET et effectivement, on la met en place. C'est encore perfectible, on peut encore l'élargir à d'autres filières, mais ça existe vraiment chez nous. Et en même temps, on garantit aussi CFA, donc un accompagnement pragmatique de projets mobilité, parce qu'on est sur le terrain. Et notre équipe internationale est sur le terrain. On accompagne ceux qui ont besoin de nous, parce qu'il y a des CFA qui sont bien rodés, qui ont peut-être un peu moins besoin de nous, mais il y en a d'autres qui sont un peu au début du chemin. On veut être avec eux. Et très concrètement, on peut vous accompagner pendant, par exemple, les visites préparatoires, surtout quand vous démarrez des partenariats un peu complexes. Après, effectivement, comment faire vivre ECVET, comment intégrer les acquis de la formation à l'étranger dans les parcours nationaux. Il y a des personnes chez nous, Pierre Touillon par exemple, qui est spécialiste de ce domaine. On développe aussi des contacts, des relations avec des partenaires qui peuvent potentiellement vous intéresser. C'est un grand travail fait par Paula. Et il y a aussi l'accompagnement administratif et financier dans le cadre de projets groupés. Et Paola en parlera tout à l'heure, où il y a une équipe que vous ne voyez pas souvent, mais qui est très efficace et qui est derrière. Agnès Guillon, qui est également dans cette salle. Il y a aussi Sarah Sébastien, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, on essaie d'être aussi pragmatique que possible, aussi simple que possible, et traduire le discours institutionnel en acte et profiter de toutes ces opportunités qui se présentent. On veut être prêt, effectivement, pour le nouveau Erasmus+. Sébastien en a parlé, un doublement de fonds, on ne peut pas passer à côté, tout simplement. Il y a des vraies opportunités pour nous et donc il faut les saisir, tout simplement. Donc, pour les saisir, il faut être en lien permanent avec des institutions françaises et européennes pour effectivement maintenir la mobilisation. On fait ça aussi un peu pour vous. Vous ne pouvez pas être à Bruxelles, Helsinki ou Budapest trop souvent. Nous, on essaye effectivement d'être là où c'est nécessaire pour activer de nouveaux partenariats, pour nouer des contacts, et pour effectivement atteindre cet objectif qui est quand même très ambitieux, 1000 apprentis par an. Après, chacun jugera, c'est peut-être pas encore suffisamment parce qu'on a à peu près 55 000 apprentis par année. 1000 sur 55 000, il y a encore de la marge à faire, mais déjà, réalisons ça et je pense que ça sera pas trop mal. Donc, bien sûr, on n'est pas encore parfait. Il y a plein d'axes de développement que nous avons identifiés. Donc, sur quoi
le 3CA veut travailler avec vous. Hein, et très certainement, il faut encore élargir la mobilité européenne à d'autres filières. Nous avons renforcé le BP à composante européenne, CAP, mais par exemple les bacs pro, les titres pro, les BTS, pardon, il y a une erreur sur là, et autres parcours supérieurs. À ce niveau-là, bon, il faut être franc, on a encore une marche de progression à faire, mais c'est quand même dans nos programmes. Ensuite, la mobilité longue, pareil, hein, on en parle beaucoup, mais pour l'instant, on a encore relativement peu d'exemples. Donc, il faut aussi professionnaliser cet axe-là. Et on doit agrandir aussi les cercles de collaboration. Nous nous appuyons beaucoup sur le réseau Réforme, qui existe depuis longtemps et qui est vraiment un réseau précurseur d'organismes de formation qui existe maintenant depuis presque 30 ans, initié par des dirigeants italiens et français de l'époque. Donc, et ça existe toujours, donc ça prouve que c'est quand même utile. Mais il faut aussi aller au-delà, hein, il faut aussi avoir d'autres partenariats. Par exemple, il y a encore des friches, surtout au nord et à l'est européen, donc il faut quand même y aller. Et ensuite, continuer l'effort de reconnaissance formelle, parce que la mobilité européenne aura du sens si elle est vraiment formellement reconnue. Hein, notre collègue nous en a parlé un peu, mais c'est archi vrai, quoi. Si on considère la mobilité européenne uniquement comme une cerise sur le gâteau, ben ça ne sert pas à grand-chose. Et on enfoncera plutôt des préjugés dont parlait Sébastien. Nous, on veut tout le contraire. Et en même temps, ce qui nous ferait quand même du bien, c'est de faire une véritable analyse de la plus-value des parcours de formation à l'étranger, mais vraiment filière par filière, diplôme par diplôme. Les grandes généralités, on connaît, hein, mais aller encore plus loin, concrètement, et comment intégrer aussi les entreprises pour que les entreprises voient aussi l'utilité de la mobilité européenne pour leurs propres activités, quitte même à utiliser donc, une image dynamique, une entreprise qui envoie un jeune à l'étranger, peut se considérer comme une entreprise plus dynamique et plus ouverte à d'autres horizons. Donc voilà, il y a encore beaucoup de pain sur la planche, mais c'est quand même quelque chose qu'on veut faire pour vous et avec vous, ça va de soi. Voilà, je suis là pour répondre à vos questions. Ah oui, et Paola va présenter encore quelque chose et après, effectivement, on passera aux questions. Voilà. Ça va être très rapide. Ça, juste en conclusion de cette séance qu'on a partagée tous ensemble. Comment, du coup, tout ce qu'on vient de dire, il vient de se concrétiser avec un projet qui est le projet BTP Mobilité Plus 2019-2021. On a eu récemment la bonne nouvelle que le projet a été retenu. On a, du coup, on peut compter sur de la mobilité européenne pour 646 bénéficiaires. Avec un financement Erasmus+, vous voyez des 760 000 euros, plus bien sûr la subvention d'équilibre de 3CA BTP. Il faut savoir que ces projets ne répondent pas aux besoins de réseau. C'est-à-dire qu'on sera obligé en janvier... Oui, pardon, je dois formuler pensée positive, pas positive. Ça veut dire que les réseaux s'étaient positionnés pour à peu près 2000 bourses. Donc, en janvier 2020, vous recevrez sans doute un email de Paola qui vous demande de vous positionner pour les projets 2020-2021. En tout cas, ce qui me semble important à évoquer, on a bien sûr les apprentis BP à composante européenne comme public cible, qui est Marek a cité, les apprentis TP, la mobilité longue. Alors, mobilité longue, Erasmus Pro, péculiarité, la visite préparatoire, elle est financée. Chose pas négligeable. Mais ça va aussi sans dire, ça demande une ingénierie de formation plus pointue par rapport à mobilité 3 semaines. Donc, c'est tout à fait conséquent que la visite soit financée. Et mobilité du personnel, mais d'apprentissage. Sébastien l'a dit tout à l'heure, s'ils sont éligibles, ils peuvent partir à la fois comme accompagnateurs de leurs jeunes, à la fois on peut envisager tous ensemble de mettre en place des actions spécifiques ou bien sur un découpage régional, ou bien sur un découpage métier. Mais c'est quelque chose qui va être discuté en décembre 2019 avec les référents mobilité du réseau.
Donc les référents mobilité qui sont vraiment des acteurs importants pour nous, qui sont en train de se professionnaliser, qu'on accompagne, qui nous enseignent plein de choses aussi, parce que l'intérêt du travail qu'on fait, c'est vraiment un dialogue permanent entre le terrain et nous, et vice-versa, et souvent, c'est le terrain qui a de l'avance. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Et un travail de gestion administrative et financière important, qui est assuré par Agnès Hillion et Sarah Arias-Sébastien, et qui accompagne du coup les CFA pour les aider à rendre la démarche un peu plus légère, même si Sébastien nous a fait comprendre que ça va quand même, les choses vont se simplifier, donc on est très content d'entendre ça. Et dernière chose, qu'est-ce qu'on prévoit? Je pense que les choses sont claires. Il faut qu'on s'ouvre à la mobilité de l'enseignement supérieur. Les CFA sont en train de former de plus en plus des BTS, pas que. Donc il faut qu'on se professionnalise, nous, tous ensemble. C'est vraiment un discours collectif pour aller vers la mobilité longue. Il y aura un diagnostic réseau qui va être lancé bientôt par nos services en demandant au CFA de se positionner. Et ensemble, il faut espérer qu'on présentera un projet en 2020. D'une part. D'autre part, moi je souhaite saluer l'engagement du réseau et des certains CFA qui sont acteurs des partenariats stratégiques, comme les CFA des Patrice Barcou qui est ici avec nous. Donc l'idée, c'est vraiment, gardons à l'esprit les passerelles entre la mobilité européenne et les partenariats stratégiques. On amène de l'innovation à travers la mobilité. On peut vraiment penser à mettre en place des projets. Jusqu'au présent, c'est les réseaux qui a piloté ces projets, surtout d'innovation, parce que c'est des projets quand même exigeants. Mais tout ce qui est projet d'échange des pratiques, par exemple, sont des projets tout à fait accessibles aux acteurs du réseau. Et nous, on sera ravis de vous accompagner dans la démarche. Les projets Réforme Plus, pour conclure, on a ici les membres du réseau Réforme. C'est un projet d'échange des pratiques qui a été présenté l'année dernière et qui franchement nous permet de nous retrouver, avoir des espaces de concertation, de réflexion et d'avoir un peu de l'avant par rapport à tous les challenges qui nous attendent. Voilà. Donc si vous avez des questions à la fois pour M. Lavinsky, M. Thierry ou éventuellement moi-même, vous êtes les bienvenus. Alors, Philippe Dreyfus, BTP CFA Loire-Atlantique. J'avais une question par rapport aux décisions du conseil d'administration. Ils ne comptent pas du tout dans leurs objectifs les mobilités un peu plus courtes financées par les conseils régionaux. Vous vous bornez à la définition de 15 jours minimum, en fait. En fait, nous, c'était un choix qu'on a fait il y a quelques années désormais, de s'aligner sur les cadres, les exigences de l'agence Erasmus+. C'est-à-dire au moins 10 jours de travail réel dans un pays étranger. Cela ne veut pas du tout dire qu'on est contre des expériences d'une semaine, mais voilà, la composante professionnelle, pour nous, c'est plus probable de la rencontrer lors d'un séjour de moins de 2 semaines. Donc, à l'état actuel, je ne pense pas qu'on va revenir sur cette décision. Je ne sais pas si Marek peut compléter. Non, mais effectivement, comme disait Paula, on s'aligne sur les exigences de l'agence parce que pour les apprentis, on parle bien de la mobilité pour des apprentis. On ne parle pas de la mobilité du personnel pour lequel la mobilité plus courte est possible. Mais déjà, quand on voit qu'il faut quand même s'habituer à un nouveau contexte, hein, quand il faut s'imprégner davantage, disons, de la culture du pays avant d'attaquer des véritables problèmes d'ordre professionnel, 2 semaines, c'est quand même minimum pour nous. Sinon, on est sur un voyage de découverte, un voyage qui peut aussi présenter beaucoup d'avantages, mais qui pour nous n'est pas suffisant pour être considéré comme une partie intégrante de la formation professionnelle. Ce serait un stage d'observation ou autre, mais pour l'instant, effectivement, on reste quand même sur ce schéma de 2 semaines et on le privilégie. En revanche, dans le cadre de certains projets socio-éducatifs, vous avez la possibilité d'envoyer des apprentis à l'étranger et là, les conditions d'éligibilité sont beaucoup plus souples. Hein, où on peut effectivement avoir un concept de découverte, un concept aussi un peu touristique ou autre. On est davantage sur un projet d'animation socio-éducative dans ce cas-là.
Pas de souci par rapport à vos réponses, mais je pense quand même que cette piste est importante pour lever les freins des jeunes qui souhaiteraient faire des mobilités un peu plus longues. Le fait d'avoir fait une expérience courte leur donne envie d'aller plus loin, et c'est également vrai pour les formateurs, en fait. Donc voilà, je voulais juste dire ça. On enregistre bien ta remarque, et très certainement on va revenir un peu là-dessus, mais pour l'instant je ne suis pas en mesure de te donner plus de... Mais on t'a entendu. D'autres questions? Ok. On peut se dire bon appétit. Et merci beaucoup surtout. Merci beaucoup.